Le constat et le problème, je pense, auquel on est tous confrontés aujourd'hui, c'est que la distance fait maintenant partie intégrante du quotidien au travail. C'est la façon la plus simple que j'ai trouvée pour récapituler tout ce qui s'est passé depuis, plus un an et demi quasiment maintenant. Le fait que, on est au printemps et qu'on a des accords télétravail, des pactes télétravail, des pactes travailler ensemble qui fleurissent dans quasiment toutes les organisations qui prennent en compte ce sujet-là. Je pense que, enfin, ça a été dit rapidement dans mon sous-groupe, c'est que c'est là pour durer. En réalité, il y a un avant, un après. La distance est maintenant ancrée dans le quotidien et la distance, ça veut dire beaucoup de choses en réalité. Il y a le mode télétravail qu'on a tous vu, il y a le mode hybride qui est en train de se développer en ce moment avec un retour au bureau partiel, par roulement. Alors, il y a toute une terminologie, une nomenclature qui sort en ce moment. Je ne vais pas rentrer dans ces débats-là, mais globalement, ça pose énormément de sujets. Et effectivement, les personnes qui sont les plus, comme un peu dans tous les projets de transformation des entreprises, les personnes qui sont les plus impactées par ça, ce sont nos managers. Donc globalement, pour faire simple, moi j'ai essayé de condenser tout ce que j'ai entendu depuis quasiment un mois avec nos partenaires, avec nos clients, avec ce qu'on peut pousser par ailleurs. Il y a la question du retour au bureau qui sort, des conditions de travail sur site, l'organisation des équipes par roulement, des équipes moitié télétravail, moitié sur site, la coordination même entre services sur des questions de jauge, des questions dans le tableau. Enfin, tout ça crée énormément de sujets de stress chez les managers. Et de manière, si on prend un tout petit peu de recul sur juste ponctuellement le fait de retourner au travail, il y a un vrai sujet autour de la motivation intrinsèque des managers et de leurs collègues après la période de télétravail complet. Donc globalement, on est effectivement dans un cadre où on a des managers qui se posent beaucoup de questions. Il va s'agir d'y répondre le mieux possible, de phaser les choses aussi dans le temps et surtout de comprendre quelles sont les attentes derrière. Effectivement, ce qui est du déclaratif pur aujourd'hui, c'est on a du stress, on a effectivement, on va tous signer un accord, nos collègues vont signer un accord sur du télétravail, comment on met ça en musique au quotidien. Ça, je pense que c'est un point important. L'enjeu est donc pour moi aujourd'hui et pour nous, acteurs de ce changement-là, de soutenir et d'accompagner les managers dans la mise en œuvre du travail hybride, j'ai utilisé ce terme-là, lors du retour au travail et bien entendu au-delà du retour au travail. Pour ce faire, alors encore une fois, moi je vous pousse des concepts qu'on a essayé de formaliser à notre niveau, réappropriez-les-vous, hein. C'est voilà, ce qui sort nous de nos têtes et j'ai essayé de synthétiser ce qui sort de la période. Mais l'idée, quand on parle de travail en mode hybride, à ce stade et aujourd'hui, comment nous, on a tendance à organiser les choses, euh, Marine va témoigner ensuite, elle pourra nous dire comment ça se passe et comment ça se prépare chez Mazar. Mais globalement, ce que je vois ressortir le plus possible, c'est la confrontation de trois choses, en tout cas le mélange de trois choses. Un, une checklist de reprise la plus explicite possible simplement pour aider le manager à changer lui-même et porter des messages, s'approprier les messages de l'organisation à l'échelle de son équipe. Le deuxième point assez essentiel, des temps forts en équipe, retrouver du lien, c'est un sujet qui vient très régulièrement, refédérer l'équipe, prendre le temps aussi de faire un vrai post-mortem de la période qu'on vient de vivre, ce qu'on garde, ce qu'on jette, ce qu'il faut qu'on fasse différemment à l'avenir. Et le troisième point, qui pour moi n'est à pas oublier, même si on est dans une actu très très dense en ce moment autour du télétravail, c'est aussi de planter la graine d'une approche itérative dans le fonctionnement de son équipe. Alors, je nous souhaite de ne pas être reconfiné tout de suite, de ne pas repartir tous en télétravail rapidement. C'est une éventualité à prendre en compte. On sait aussi que là, on est dans un mouvement aussi où les gens veulent plutôt se retrouver en télétravail. On risque d'avoir un ressac, en tout cas une vague inverse, où effectivement, ça se stabilise progressivement. Donc, il va falloir réactualiser régulièrement les règles de fonctionnement de l'équipe. Donc ça, c'est un peu pour l'analyse. J'ai essayé de la synthétiser de la manière la plus simple possible. On parle de nouvelles compétences pour les managers, on parle de nouveaux référentiels de compétences. Alors moi, je ne suis pas expert dans ces référentiels-là, ce n'est pas vraiment mon métier. Moi, ce que je remarque aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, plus qu'hier, on va demander au manager d'être un animateur de son équipe, de faire appel aussi au collectif pour trouver des solutions. Je l'ai formulé sous cette terminologie Goodbye Management, Hello Teamwork. Je ne dis pas que le management n'existe plus, mais que globalement, on va aller au-delà. Et c'est un des risques qu'on voit en ce moment, c'est qu'en fait, le manager ne voit son rôle que comme un rôle quasiment administratif
de faire des plannings en disant les gens sont là tel jour, les gens sont pas là tel jour. Non, ça ne va pas s'arrêter là. En réalité, il va falloir retrouver le cadre de la collaboration en prenant en compte dans l'équation la distance qui devient un élément incontournable contre lequel on peut juste pas lutter. Donc, il faut qu'on arrive à développer une nouvelle approche autour de ça. Comment on y parvient? Alors, encore une fois, hein, je n'ai pas la recette magique, mais j'ai de la méthode. On a testé des choses, éprouvé des choses, et il me semble qu'effectivement, avoir une approche juste en analysant les risques et les opportunités au départ et en se lançant vraiment dans un vrai apprentissage de qui sont nos cibles, de comment on va transformer l'organisation, comment on oriente nos messages pour que ça se diffuse progressivement, c'est assez intéressant. Et c'est ça que je voulais vous livrer aujourd'hui pour lancer un peu nos échanges. Le premier point, c'est que comme dans tout changement, ça génère forcément des risques. Et on va en parler, je pense, quand on rentrera dans le détail en sous-groupe. Il y a des questions de désengagement, il y a des questions de frustration, il y a du turnover qui se développe, il y a des gens qui ne se retrouvent plus dans l'organisation aujourd'hui. Ça, il faut réussir à le traiter. C'est du risque à prendre en compte. C'est aussi des opportunités. Alors, on verra un petit peu en détail. Le travail à distance ouvre de nouvelles zones de recrutement. J'imagine que les modèles de texte sont confrontés à ça tous les jours. Ça crée des effets d'aubaine sur ces sujets-là. Il y a un nouveau modèle de leadership qui, intrinsèquement et du fait de la conjoncture, va émerger progressivement dans les organisations. Ça concerne, on l'a vu dans le sous-groupe tout à l'heure, aussi bien les grandes organisations que les petites organisations qui veulent continuer à grandir vite et aller vite sur ces sujets. L'opportunité actuelle, à mon niveau, et quand on m'a posé la question de comment on fait évoluer le rôle des managers, c'est d'adopter une approche centrée sur vos utilisateurs, vous des RH. Alors, vos utilisateurs, c'est quoi? C'est bien entendu les managers qui vont être les utilisateurs finaux de tout ce que vous mettez en œuvre. Ça va être aussi d'autres, si j'utilise vraiment cette terminologie très design thinking, d'autres personas, d'autres personnages cibles dans l'organisation qu'il va falloir convaincre, à qui il va falloir montrer des preuves que ça avance et sur lequel effectivement il va y avoir un discours à créer autour de leurs attentes spécifiques. Globalement, la méthode, elle peut décomposer en 5 étapes très larges. Je ne vais pas tout exposer aujourd'hui. J'ai à peine 15 minutes pour vous présenter un petit peu l'état d'esprit, puis surtout, ça, je pense, nous intéresse tous d'avoir le témoignage de Marine là-dessus. Globalement, c'est une méthode en 5 étapes qui est plutôt inspirée effectivement du design thinking. J'ai essayé de l'appliquer au mieux à vos enjeux du moment, qui est la conduite du changement à votre niveau, comment on change les états d'esprit, comment on change le comportement. Le premier point, c'est identifier vos cibles. Qui sont les 2-3 profils de personnes à qui porter le bon message pour atteindre vos résultats, pour amorcer la transformation. Bien entendu, il faut qu'on parle aux cibles directes que sont les managers, que sont leurs équipiers, que sont les collaborateurs. Mais dans l'organisation, il va y avoir les patrons de BU à convaincre, il va y avoir sans doute le top management à convaincre aussi, qui a une nécessité d'accompagnement des équipes sur le terrain. Ce n'est pas parce qu'on a signé un pacte télétravail que les choses bougent directement. Le second point, c'est de connaître ses cibles en profondeur. Ce n'est pas juste s'arrêter sur effectivement, je pousse des contenus, je pousse des présentations, je crée des programmes de formation et ça se déploie tout seul. Non, ça ne se passe plus comme ça. Ça passe par de l'interview sur leurs envies, leurs peurs, leurs besoins, comprendre aussi leur contexte de travail et pas que de travail d'ailleurs, savoir dans quel état d'esprit ils sont au global, quelles questions ils se posent. Donc ça peut être fait en direct par vous, ça peut être fait aussi par des ambassadeurs sur le terrain. Je pense qu'il y a un certain. Donc, le troisième étape, je disais, tester vos messages. Créer des rendez-vous simples, ça sert à rien, la grosse artillerie tout de suite, pour créer de l'appétence, identifier aussi qui vont être vos sponsors, comment vous allez pouvoir faire évoluer les gens plus rapidement, quelles sont les personnes que vous pouvez faire évoluer rapidement, l'envie d'impliquer davantage. Donc, identifier vos pilotes, ça va être les programmes cibles, le réseau d'ambassadeurs que vous pouvez créer pour mettre en œuvre vos premières idées, et enfin, la cinquième partie, qui est plutôt le déploiement à plus grande échelle. Encore une fois, on s'entend selon la taille de l'organisation, ça va être plus ou moins grande échelle, mais passer à la vitesse supérieure en utilisant au maximum ce que vous avez pu créer en petit comité. On parle de verbatim, de retour d'expérience de vos premiers ambassadeurs pour développer des choses à plus grande échelle, pour convaincre plus largement. J'ai une conviction assez forte, c'est qu'en fait, le changement ne peut pas être décrété du jour au lendemain. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je pense qu'il y a non pas une défiance vis-à-vis de l'organisation, mais un besoin de retrouver de la confiance, un besoin de retrouver des choses simples aussi dans l'organisation. Et du coup, ça se créera effectivement par alors pas des petits pas, mais en tout cas une vraie logique de compréhension une compréhension fine du contexte dans lequel évoluent vos collègues, et ensuite la mise en place en plusieurs temps, tester vos messages, identifier vos pilotes et ensuite déployer à plus grande échelle.
Je pense que ça, c'est un vrai sujet. Ça se justifie, je pense, assez bien vis-à-vis du management aussi. Il y a des enjeux très court terme qu'il faut traiter, mais globalement, le changement n'est jamais immédiat, donc il faut y aller progressivement sur ces sujets. Voilà. Moi, je voulais partager avec vous là-dessus. J'ai aussi quelques outils que je voulais vous présenter. Je vais faire un focus particulier sur la compréhension de vos utilisateurs. Je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée sur le travail qui va être proposé en petit groupe. Juste un point à retenir là-dessus. J'ai très peu de temps pour des messages qui sont assez forts. Pour moi, l'enjeu, on a parlé de formation ce groupe tout à l'heure déjà. Pour moi, l'enjeu, c'est moins d'avoir le meilleur programme d'accompagnement pour vos managers que d'en assurer la meilleure distribution. Et ça, c'est vrai pour un peu tout. Il y a un vrai sujet, je pense, actuellement, d'être au contact, de comprendre comment sont les gens et de déployer rapidement des choses simples pour aller progressivement sur du déploiement à grande échelle. Voilà, c'est un peu le message que je voulais porter sur la méthodologie globale pour aider les managers à évoluer dans leur rôle. Je voulais maintenant, avant de conclure et de laisser la parole à Marine, faire un focus particulier sur la connaissance des utilisateurs, un outil qu'on utilise souvent, qui fonctionne très bien et qui fonctionne à la fois en mode découverte, mais aussi à la fin d'un pilote, par exemple, pour bien comprendre ce qui s'est passé. Ça s'appelle une carte d'empathie. Je pense que certaines d'entre vous ont déjà utilisé ce genre d'outil. C'est un outil très simple et pourtant très, très puissant pour bien comprendre qui sont nos utilisateurs. Et encore une fois, je vous invite à créer une carte d'empathie par type d'utilisateur. Une carte manager, par exemple, une carte collaborateur, une carte patron de BU, si vous avez à convaincre les BU de vous suivre sur ces sujets-là. De bien comprendre ce qu'ils disent, ce qu'ils font, ce qu'ils voient ailleurs, ce qu'ils entendent, ce qu'ils ressentent. Et ça, je pense qu'il y a un sujet qu'on n'évoque pas assez dans les formations, c'est ce qu'on fait ressortir aux gens. C'est un vrai sujet d'ancrage. Si vous faites vivre une bonne expérience aux équipes, ils vont plus facilement se mettre en mouvement derrière. La finalité de tout ça, c'est d'identifier quoi? Les pains et les gains. Donc, en gros, les pain points, les cailloux dans la chaussure, les sujets vraiment à identifier, à partir vraiment d'une analyse complète de tout ça, et les gains éventuels, ce qu'ils voient comme une potentialité j'allais dire, d'un monde meilleur, en tout cas d'un quotidien meilleur dans leurs équipes. Voilà. Donc là, je vous ai montré le Canva vide, c'est celui qu'on va s'amuser à remplir en sous-groupe derrière. Une version complète de ça. Alors, c'est écrit en tout petit, mais je vais vous le lire. Dans les pains qu'on a, nous, recensés chez un de nos clients, c'est le manque de temps, la fatigue, l'impression de ne pas comprendre ce qui se passe, de ne pas être au contact, manque de repères, par exemple. Et dans les gains potentiels, plus de partage entre pairs, de la stabilité, de la convivialité, de la cohésion, du feedback de mes N-1. Donc, tout ça, c'est une suite de sujets qui, nous, derrière, nous a permis à construire avec nos clients un programme, encore une fois, sur des modalités très différentes selon les sujets, de partage entre pairs, d'aider, créer des moments d'échange avec son équipe, voilà, selon les différents sujets. En tout cas, chez Mazars, on a plutôt un temps d'avance par rapport à certaines entreprises, pas toutes bien sûr, par rapport à des grosses entreprises et notamment nos acteurs concurrents, en fait, les Big Four, parce qu'on a cette fibre sur la culture managériale, on aime être en avance de phase. C'est ce qui nous avait valu en 2019 de lancer une grande étude sur la Gen Z que je pourrais vous partager si vous le souhaitez à l'issue de cet échange. On aime bien sonder les attentes des nouvelles générations. On en recrute 1000 par an, des jeunes diplômés, apprentis, etc. Donc, c'est important pour nous de sentir les choses arriver plutôt que d'y être confrontés en réaction. Donc, en 2019, la Gen Z nous partageait dans les attentes, en tout cas dans les critères de choix d'un poste. Ils nous disaient effectivement la rémunération était le point numéro 1, mais en 2, on trouvait l'ambiance de travail et en 3, l'intérêt pour le poste. C'est vous dire l'importance qu'on accorde au poste versus l'ambiance de travail. Deuxième point que je voulais vous partager, c'était aussi l'attente vis-à-vis du manager. On avait déjà identifié cette posture dont on a parlé là, avec Baptiste et Tristan, manager coach, manager animateur, dont on nous rebat les oreilles, mais en tout cas, c'est une vraie attente, ce n'est pas un vain mot, c'est une vraie attente des nouvelles générations, en tout cas en 2019, puisqu'on attendait du manager en premier lieu de la convivialité, créer des conditions de convivialité avant même d'être sur la transmission des compétences. Donc, vous voyez qu'il y a eu un petit switch dans les attentes. Et moi, ce que je constate, et je pense que vous aussi, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'apanage de la Gen Z, tout ça, ce sont des attentes qui sont maintenant partagées par l'ensemble des collaborateurs. Fort de cette enquête Gen Z, on avait déjà commencé à identifier des chantiers qu'on pouvait travailler et à tester des choses qui ont bien sûr été accélérées par la phase de confinement qu'on a connue.
les différents... je vais vous lancer, si ça vous convient, quelques exemples, et puis vous saisissez la balle au bon et on complète si besoin. On a notamment, vu cette nouvelle posture attendue du manager, travaillé sur les référentiels de compétences. Donc, il y en a chez Mazars. On en avait jusqu'alors un qui était commun à l'ensemble des fonctions. Audit, conseil, avocat, expert comptable. Malgré la différence, le vaste panel de métiers avait le même référentiel de compétences basé sur des piliers qui sont, nous, notre conviction RH, qui sont fondamentaux aux différents stades de vie du collaborateur, à savoir l'expertise technique, mais aussi la capacité à gérer les missions, la gestion de mission, le leadership ou management d'équipe, la dimension commerciale et la capacité d'innovation. On a fait évoluer ces référentiels, en tout cas les équipes ont souhaité les personnaliser. On parlait de Retex là, dans la présentation de Baptiste. On fait tous les ans des Rex de l'année qui vient de s'écouler. Nos users, nos utilisateurs nous font des remontées. On ose poser la question de la satisfaction à l'égard de la disponibilité de Marie Perrache et son équipe pour s'améliorer et être toujours dans cette phase d'apprentissage. Et donc, il nous avait demandé de personnaliser ces référentiels de compétences par métier. Alors, comme d'habitude, on s'est dit, et comme le disait Baptiste, il ne faut pas forcément vouloir révolutionner l'entreprise entière. En tout cas, les volontaires ont pu travailler à leur référentiel de compétences. Et ceux qui ne l'ont pas personnalisé ont utilisé l'année dernière et cette année le générique. On sait très bien chez Mazars que l'exemple va polliniser ensuite le reste de l'entreprise. Tout ce qui aura bien marché dans une practice, on va bien évidemment les mettre en valeur, ça va parler au sein de l'entreprise et ça va se diffuser, se propager. Donc, on n'est pas pressé, il n'y a pas d'enjeu RH de révolutionner tous ces référentiels, mais plutôt qu'ils soient bien à la main de chaque équipe et dans le temps de l'équipe. Donc, ces référentiels de compétences ont évolué. Dedans, il y a, pour vous donner quelques indications sur le rôle du manager, il est attendu d'un manager pour qu'il soit simplement à un niveau correct, on va dire, dans la notation Mazars, une bonne capacité d'évaluation. Donc, ça fait déjà quelques années qu'on essaye de contrôler les gens en tout cas, de valider par les collaborateurs qu'ils ont bien eu un feedback dans l'année sur leurs différentes missions. On va aussi ACC, on va observer la manière d'évaluer pendant les comités, les évaluations de performance qui sont des exercices collectifs chez Mazars, la capacité à transmettre bien sûr et à s'investir sur des chantiers internes. On en parlait avec Tristan, dans l'évaluation Mazars, ce n'est pas uniquement est-ce que je suis un super expert de la gestion des risques en banque. Il y a bien évidemment la capacité à s'investir aussi sur des projets internes et ça fait partie des attentes qu'on a vis-à-vis de nos profils et notamment des managers. Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué dans la façon d'évaluer les managers via la situation qu'on a vécue cette dernière année? Est-ce que vous avez fait évoluer les grilles par rapport au management hybride? On a eu plusieurs... Alors, pas à ce point, hein. On va pas se mentir, pas encore introduit capacité à manager des équipes en hybride. C'est déjà une réalité un peu chez nous, puisque vos équipes sont en mission chez le client. Donc, parfois, le manager n'est pas sur site à côté de ses équipes au quotidien. Et de plus, il a des équipes qui changent régulièrement au gré des missions. Donc, parfois, il se retrouve avec 2 collaborateurs à gérer sur une mission de semaine et puis après 6 mois sur un gros projet avec 25 personnes. Donc, l'agilité managériale, elle est nécessaire, en tout cas, dans la posture attendue chez nous. Ce qui a évolué, c'est qu'on a la capacité des gens à évaluer correctement les collaborateurs et on a mis en place, depuis donc, la saison dernière, une évaluation 360, un système 360 pour que les managers qui sont promus le soient aussi sur la base des retours de leurs pairs et de leurs moins 1, ce qui n'était pas forcément le cas. On avait une évaluation assez descendante quand même, historiquement. Encadrement. C'est reparti, madame. Donc, l'idée, c'est vraiment s'assurer d'avoir des rôles modèles en position managériale, puisque c'est ce qui va nous permettre aussi de fidéliser et de permettre aux plus jeunes de se projeter dans l'entreprise. Cette notion de turnover, tu disais, Baptiste, aujourd'hui, les gens sont courtisés de part et d'autre. Si on n'a pas envie de se projeter dans le costume suivant,
on est foutu. On sait aussi que le management, c'est pas inné. On ne peut pas attendre tout de ce manager de proximité. Le pauvre, il a des missions qui se cumulent d'année en année et encore plus avec cette période-ci. Donc, on s'est mis en ordre de marche pour opérer plusieurs changements, à savoir resserrer le maillage, le suivi des différents collaborateurs. Je vous dis 1500 Parisiens. Bien évidemment qu'il y a des gens qui étaient certainement tout seuls dans leur chambre de bonne, en train de souffrir un petit peu de cet isolement. Et puis, des situations personnelles diverses. Donc, il y a un risque psychosocial qu'il faut aussi piloter. On a aussi un engagement d'un point de vue marque employeur et dans la culture Mazars qui est d'opérer du sur-mesure pour les collaborateurs. Donc, il a fallu se doter d'un système un petit peu plus costaud que le simple fait d'avoir un buddy chez Mazars qu'on peut contacter de temps en temps pour son intégration. Donc là, on a mis en place tout un dispositif. Donc, les parrains ont eu un rôle plus conséquent, mais aussi des formations pour les accompagner dans cette posture, où ils devaient appeler toutes les semaines leurs 1 à 8 filleuls pour certains. D'accord, donc pour s'assurer un petit peu de leur bien-être, faire remonter les questions et les sujets de leur part. Donc, ils ont été formés à lire les émotions. Ça paraît un peu ésotérique, mais il y a vraiment une méthodologie pour identifier les mécanismes de défense et les mécanismes des émotions chez notre interlocuteur, y compris à distance. Ils ont travaillé aussi un peu sur de la CNV, bien sûr, communication non violente, et sur l'analyse transactionnelle pour ceux qui connaissent. Ils ont aussi été formés sur l'art de la question ouverte par nos coachs internes. Et ces parrains qui devaient donc régulièrement, enfin en gros toutes les semaines, prendre le pouls des plus jeunes, étaient aussi pilotés par des référents RH. Donc là, je vous parle de plein de termes de chez nous, mais je suis sûre que vous avez ça aussi chez vous. Des ambassadeurs, on va dire, qui font le pont entre les RH et les équipes. Eux aussi se sont vus proposer des formations, notamment au développement et à l'intelligence collective, c'est-à-dire via la facilitation. On s'est dit qu'en les équipant d'outils, ils allaient pouvoir mener à bien cette mission et que c'était pas, le but, ce n'était pas que ce soit un process de plus, mais bien un vrai accompagnement avec une valeur ajoutée pour l'ensemble des collaborateurs. Donc, ce management hybride, ils le connaissent déjà, nos managers. Je vous disais, entre la mission, le passage à la tour, parfois les déplacements. Hybride, ça veut aussi dire dans un site de coworking, pourquoi pas. Donc, c'est aussi un chantier qu'on travaille depuis des années, qui va normalement davantage s'étendre à partir de la rentrée prochaine. C'est aussi travailler sur les enjeux de déconnexion. Donc là, je parle de solutions, peut-être, j'ai une approche peut-être trop solution, mais travailler sur les enjeux de déconnexion. Donc, on a par exemple testé une solution qui vient évaluer votre consommation de mails. Je pourrais vous en parler un peu plus tard si vous le souhaitez. Et puis, on s'aperçoit aussi que pour préparer l'avenir, on a quand même la chance d'avoir chez Mazars des gens qui se sont investis du sujet en plus de leur mission et de leur casquette d'experts et de consultants ou d'auditeurs, et qui du coup nous ont proposé ce que je disais à Tristan, voilà, nous dans notre équipe, on aimerait, tu nous donnes les grandes lignes de la politique Mazars à la rentrée, puis on aimerait, à la maille de notre équipe, réfléchir à comment on veut vivre et travailler ensemble. Donc, j'avoue que je suis plutôt observatrice dans ces réunions. Donc, c'est vous dire voilà, l'intérêt que les gens ont sur le sujet, c'est qu'ils prennent sur leur temps, pour le coup, de déjeuner ce midi pour ce genre de sujet. Donc, eux-mêmes se sondent à la manière de la carte d'empathie que tu proposais, Baptiste, un petit peu sur comment on a envie de fonctionner, qu'est-ce qui a marché, pas marché. Et ça a pu être des réalités très différentes selon les différents métiers.